Les médecins sont aujourd'hui complètement écrabouillés par l'intelligence artificielle. Quand les jeunes vont arriver sur le marché du travail, ils vont être en concurrence avec des IA de plus en plus puissantes. Quand on finit ses études aujourd'hui, on est moins bon que l'IA, mais surtout, on n'est pas complémentaire de l'IA. La plupart des cursus universitaires sont inutiles. Donc il faut apprendre à bosser seul, sans l'université. Le monde de demain n'a pas besoin des grosses feignasses. Il faut bosser. Parce que le vrai drame, le vrai problème, c'est que intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence artificielle toute seule. Bonjour Laurent, Bonjour. merci beaucoup d'avoir réaccepté une invitation au podcast. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es chirurgien urologue, tu es également entrepreneur, dont notamment Doctissimo que tu as fondé et bien d'autres entreprises. Tu es également conférencier et également essayiste. Alors aujourd'hui, si je t'ai invité, ce serait pour parler justement de tous ces thèmes qui te tiennent à cœur, l'IA, l'immortalité, etc. On va un petit peu parler de tout ça. Et j'aimerais aborder un premier sujet avec toi, c'est Boris Johnson. Je suppose que tu connais Boris Johnson, c'est un Américain multimillionnaire qui a mis en place un protocole très détaillé pour, d'après ses dires, il a rajeuni grâce à ce protocole. Alors c'est un protocole, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il prend à peu près une quinzaine de gélules par jour, si ce n'est pas plus. Il a des heures où il doit dormir, tout est très chronométré. Il est suivi par des dizaines de médecins. Il fait du sport, tout ça est très chronométré et lissé. Il a un programme très spécifique, très contraignant d'ailleurs, un peu obsessionnel. Et apparemment, ça lui permettrait de rajeunir. Qu'est-ce que tu en penses en tant que médecin? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut rajeunir avec un protocole très rigoureux? Alors, je crois que la mort de la mort finira par arriver, mais on n'en est pas encore là. Et je trouve que Brian Johnson gâche sa vie. C'est-à-dire qu'il ne vit pas. Il est en permanence dans la lutte contre le vieillissement. Il passe toutes ses journées, non pas à vivre, mais à combattre le vieillissement. Et je trouve ça très dommage de gâcher sa vie, parce qu'on n'en a qu'une, évidemment. Et il est totalement obsessionnel. Il passe la totalité de ses journées à prendre des gélules, à surveiller son corps, à surveiller sa santé, jusqu'au délire, Oui. puisque notamment il monitore, et il compare ses érections nocturnes avec les érections nocturnes de son fils, ce qui est, je trouve, quasi incestueux et complètement dingue. Donc, la vie de Boris Johnson, je trouve que c'est une vie gâchée. Heu Essayer de vivre plus longtemps, oui. Passer toutes ses journées à lutter contre le vieillissement au lieu de vivre, je trouve que c'est vraiment complètement con. OK. Alors je m'excuse, j'ai dit Boris Johnson, mais c'est bien Brian Brian Johnson, Johnson. tout à fait. Oui, il fait ça effectivement, ce qui est un peu interpellant avec, ses enfants, même un petit peu incestueux comme, tu l'as très bien rappelé, mais il fait aussi des échanges de sang, il me semble, auprès de son grand-père, auprès de son fils. Enfin, comment ça marche? Est-ce que ça a un réel impact, sur le Alors, rajeunissement? chez l'animal, les transfusions de sang d'animal jeune entraînent un certain rajeunissement, mais ça n'est pas du tout prouvé, chez l'homme. OK. Et la physiologie animale et la physiologie humaine sont souvent assez différentes en matière de vieillissement. Donc, oui, il se fait faire des transfusions, de jeunes hommes en espérant, rajeunir. Heu, c'est effectivement un type très bizarre, complètement obsessionnel, incestueux, quasi incestueux et puis un peu vampire. Finalement, je trouve que c'est pas du tout un exemple, mais plutôt une horreur. OK. Bon, du coup, ce protocole pour l'immortalité, un peu compliqué si j'ai bien compris. Mais est-ce que l'IA, on le voit bien, on fait des progrès immenses avec l'IA, notamment avec AlphaFold, etc. On va pas tout rappeler, on en avait déjà parlé au précédent podcast. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'avec l'IA et toutes les avancées médicales qui sont possibles aujourd'hui, on peut avoir des promesses d'immortalité ou du moins vivre de plus en plus longtemps? C'est notamment Asabi qui avait dit qu'à partir de 2037, on pourrait avoir une moyenne d'âge de 130 ans, si je ne dis pas de bêtises, 150. Alors c'est Assabi, ça dit que vers 2037-2040, on réussira, grâce à l'intelligence artificielle, à guérir 100 des maladies humaines. Et c'est OK. Dario Amodei, le fondateur d'Anthropic, qui a prédit que vers 2037, l'espérance de vie humaine pourrait avoir doublé et déjà atteindre 160 ans. OK. Assabi, 7 ans, le patron de Oui. toutes les intelligences artificielles chez Google et prix Nobel de chimie 2024, et Amodei étant le président fondateur d'Anthropic, le grand concurrent, l'un des grands concurrents de ChatGPT. OK, et cette immortalité, on pourrait y accéder grâce à quoi? Des nanorobots, grâce, à de la chirurgie poussée, grâce, comment on pourrait?
Alors les pistes auxquelles on réfléchit, aujourd'hui, c'est de changer les protéines abîmées, dans le corps, de régénérer, les cellules fatiguées, voire de permettre à certains types de cellules souches de se développer pour remplacer les cellules, sénescentes, les cellules, âgées, de modifier ce qu'on appelle l'épigénome, c'est-à-dire les protéines et les acides, ARN qui sont, autour de l'ADN et qui, modulent, le comportement de nos chromosomes. Il y a un certain nombre de pistes, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir pour faire reculer, la mort et pour diminuer le vieillissement dans le futur, mais ces technologies-là ne sont pas mûres, elles ne fonctionnent pas encore aujourd'hui. Si on OK. savait, faire reculer la mort, aujourd'hui, chez les gens qui n'ont pas une maladie, chronique, ça se saurait. Si, on pouvait tuer la mort aujourd'hui, ça se saurait. Ces technologies sont des espoirs de technologie, mais ce ne sont pas des réalités OK. médicales de 2025. Il n'y a pas la pilule qui tue la mort, cachée, réservée aux élites et que l'on ne connaît pas. Cela n'existe pas. Mais est-ce que moi qui suis né en 2000, est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et me dire qu'après ce podcast, je peux potentiellement ne pas mourir? Il est clair que je ne peux pas t'assurer, que tu vas mourir entre 80 et 100 ans comme, les gens aujourd'hui. Il est tout à fait possible que tu aies une espérance de vie de plusieurs siècles déjà aujourd'hui. Tu es né en l'an 2000, tu auras 100 ans en 2100. Il est probable que les technologies anti-vieillissement seront incroyablement efficaces, entre 2050 et 2100. Je ne sais pas si parmi ta génération, il y aura déjà des gens immortels. En tout cas, j'ai la conviction que ta génération pourra facilement vivre plusieurs siècles si elle le souhaite. Mais on peut toujours se suicider, C'est si on sûr. si on trouve la vie, trop longue et qu'on s'emmerde. OK, donc je vais peut-être éviter la case, Orpea, couche. OK, bah, c'est plutôt sympa à savoir. Oui, bah, évidemment que si on doit vivre plusieurs siècles, il faut que ce soit en bonne santé, donc il faut faire Oui, reculer le vieillissement. Il ne sert à rien de vivre correctement, 70 ans et de passer 200 ans, chez Orpea. c'est clair, puisqu'il posera quelques questions de productivité et de réforme des retraites, qui adviendra dans quelques années. Et au niveau de la médecine, parce que l'on voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui, le montrent que GPT-5 est, 4 fois meilleur dans la pose de diagnostic que, les médecins. Comment va évoluer le métier de médecin demain? Est-ce que ça vaut encore la peine de faire 10 ans d'études pour au final se rendre compte que l'IA est meilleure que vous? C'est un peu décourageant. Comment on fait? Est-ce qu'il y a encore, une voie possible pour, les médecins, une complémentarité à aller chercher? Alors, les médecins sont aujourd'hui complètement écrabouillés par l'intelligence artificielle puisqu'effectivement, ChatGPT, O3 est 4 fois meilleur pour faire un diagnostic que les médecins spécialistes. Mais ça ne veut pas dire que le médecin va disparaître. Je ne crois pas que mon métier va disparaître. En OK. revanche, il va être totalement transformé. Et mon conseil aujourd'hui, c'est de ne pas faire d'études de médecine aujourd'hui. Mais il faudrait toujours des garde-fous quand même, pour avoir, le savoir et pas tout laisser à ChatGPT. Tu conseilles qu'on ne doit plus former de médecins? Non, on va continuer à former des médecins, mais ils vont au casse-pipe. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, les études de médecine sont trop longues, 10 ans pour être médecin généraliste. Or, quand on finit ses études aujourd'hui, on est moins bon que l'IA, mais surtout, on n'est pas complémentaire de l'IA. Parce que le vrai drame, le vrai problème, c'est que intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence artificielle toute seule. Sans médecin, il y a 15% de bons diagnostics en moins avec le couple intelligence artificielle plus médecin par rapport à l'intelligence artificielle toute seule. Ce qui veut dire que les études de médecine aujourd'hui ne sont pas adaptées et qu'il ne faut pas rentrer dans les études médicales maintenant. OK, mais Dans du le coup futur, on va changer les études de médecine, bien sûr. On va les transformer radicalement. On va les raccourcir et puis on OK, va intégrer l'intelligence artificielle massivement dans le cursus. Mais c'est dans le futur, c'est pas aujourd'hui. ouais. Aujourd'hui, les études de médecine sont totalement archaïques, totalement dépassées. Donc mon conseil aux jeunes, c'est ne faites pas médecine aujourd'hui, mais peut-être qu'en 2030, en 2035, ça vaudra le coup de faire des études de médecine quand on aura complètement changé la structure des études. OK, ça c'est pour l'avenir du métier. Mais pour les médecins du coup, qui exercent aujourd'hui, qui voient que l'IA est meilleure qu'elle pour la pose de diagnostic, notamment pour les patients et cetera, tu penses qu'à terme, dans 5, 10 ans, ils auront l'obligation de contresigner, une ordonnance avec l'IA?
Ou est-ce qu'ils vont devenir des super infirmières, plutôt se servir de l'empathie et ils délaisseront totalement le diagnostic à l'IA? Si on continue comme aujourd'hui, les médecins vont devenir les infirmières du futur. C'est l'IA qui décidera, c'est l'IA qui fera le diagnostic, c'est l'IA qui fera l'ordonnance OK. et le médecin sera un exécutant. Donc, le futur des médecins, vu l'organisation actuelle de mon métier, n'est pas très brillant. Mais je suis convaincu qu'en changeant les études, en réorganisant la façon dont fonctionne le système de santé, on peut redonner une noblesse au milieu, au monde des médecins. Mais ça suppose des changements vraiment très profonds de l'organisation de OK. l'université, des facs de médecine et de l'université et du fonctionnement des hôpitaux et de la médecine de ville. Ce changement, il va être très, très, très douloureux et nous allons connaître parmi les médecins une vraie démoralisation cognitive. Nous avons, toi et Oui, moi, écrit un article récemment sur le dans risque de Trends, démoralisation cognitive des managers au moment où l'intelligence artificielle dépasse les cadres. Ça va concerner aussi les toutes les médecins. autres branches, bien sûr. Le fait pour un médecin d'être dépassé par l'intelligence artificielle, c'est profondément démoralisant. Nous devons trouver notre place à côté de l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas trouvée. Ça, c'est clair que se casser le cul pendant 10 ans à faire des études pour au final être moins bon que l'IA, c'est un peu démoralisant. Et du côté patient, alors évidemment, le patient va vite comprendre et voir que les statistiques sont favorables à l'IA, que l'IA est meilleure dans la pose de diagnostic, mais est-ce qu'un patient est prêt demain à avoir, je sais pas, un robot Optimus qui arrive avec le petit chapeau blanc sur la tête pour lui expliquer que, enfin, pour lui donner le diagnostic? Est-ce que le patient sera prêt à accepter d'être soigné par GPT 17 ou quelque autre nom? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est dans les statistiques américaines, c'est que de plus en plus de citoyens, de patients demandent l'avis de ChatGPT au lieu d'aller voir leur médecin. Donc, en réalité, on observe un transfert du pouvoir médical du docteur biologique vers ChatGPT. Et ce transfert, il est assez rapide. Donc, moi, j'ai peur que les patients aient plus confiance rapidement dans ChatGPT qu'ils ont confiance en nous, Donc docteurs tu penses biologiques. que les patients vont assez rapidement être infidèles aux médecins et se tourner vers, des applicatifs pour, être diagnostiqués, soignés et suivis, au lieu des médecins? Les patients peuvent abandonner leur médecin comme j'ai abandonné mon vendeur de pellicules Kodak et mon développeur de photos Kodak quand la photo numérique est arrivée. J'aimais beaucoup mon vendeur de pellicules Kodak et puis je l'ai abandonné. Puis il a déposé le bilan parce que Kodak est mort et qu'il n'y a plus de pellicules Kodak argentiques à vendre et à développer. Si nous ne réformons pas rapidement la médecine, on est mal barré. OK. Et il y a un autre sujet, dont j'aimerais bien parler avec toi, c'est, je pense que tu connais très bien Alexandre Wang. Alexandre Wang qui a vendu cet été son 49 de ses parts de son entreprise auprès de Zuckerberg pour, 14,3 milliards, ce qui est pas rien, ce qui en fait, le plus jeune, milliardaire, au monde. Et il a déclaré justement, Alexandre Wang, qu'il, ne voulait pas d'enfants pour le moment et qu'il attendait, que les technologies, notamment de neuroaugmentation Neuralink soient prêtes pour pouvoir les implanter directement dans le cerveau de ses enfants. Parce qu'il estime qu'entre 8 et 7 ans, c'est là où la plasticité cérébrale est, la plus grande et ce qui permettrait en fait aux enfants, d'acquérir, des connaissances absolument démiurgiques et de développer leur potentiel intellectuel, à leur maximum. Et du coup, il attend cette technologie pour, implanter ça dans le cerveau de ses gamins. Qu'est-ce que tu en penses? L'élite de la Silicon Valley, les milliardaires de l'intelligence artificielle, commencent à penser qu'il ne faut pas faire de bébé avant que les techniques d'augmentation cérébrale soient au point. Ce qu'a déclaré Wang devant les journalistes, c'est qu'il aurait l'impression d'être un mauvais père s'il faisait un bébé aujourd'hui au moment où les systèmes Neuralink d'implants cérébraux pour augmenter l'intelligence ne sont pas encore totalement au point. Et donc, il attend que Neuralink réussisse à augmenter l'intelligence des enfants pour faire des bébés. Et il a déclaré que son gamin, s'il n'était pas équipé des implants intracérébraux Neuralink, n'aurait aucune chance
dans le monde de demain face à l'intelligence artificielle. Pour être complémentaire de l'IA, la Pour être concurrence. complémentaire et pour égaler un peu l'IA. Donc, c'est profondément Tu penses que c'est possible vertigineux. d'égaler l'IA en 2100? Parce que là, actuellement, elle a 148 de QI quand on regarde GPT-5 au niveau des benchmarks. GPT-5 Pro, oui. Oui, en 2100. Ce qu'on peut espérer, c'est non pas égaler l'IA, c'est ne pas être trop ridicule de l'IA et être un peu complémentaire de l'IA. Je pense que notre combat aujourd'hui, ce n'est pas de courir aussi vite que l'IA. Nous ne pourrons pas courir aussi vite que l'IA. En revanche, nous pouvons nous augmenter intellectuellement pour pouvoir apporter quelque chose à côté de l'IA. Et finalement, le but du boulot demain, c'est de faire en sorte que intelligence artificielle plus soi, ce soit supérieur à intelligence artificielle sans soi. Oui. C'est-à-dire à l'intelligence artificielle tout seul. Donc, ce que dit Wang n'est pas idiot, mais effectivement, ça dessine une société incroyable dans laquelle les gamins qui n'ont pas d'implants électroniques intracérébraux sont finalement les larbins des autres, ne servent à rien, n'ont pas de place sur le marché du travail. C'est très, 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 très angoissant. C'est très, très troublant. Mais lui, qui est le patron du laboratoire de super-intelligence artificielle de Meta Facebook, a une assez bonne idée de ce qu'elle va être la super-intelligence artificielle dans les prochaines années. Et la conviction qu'il a que nos gamins, que nos descendants n'auront aucune chance si leur cerveau n'est pas augmenté, c'est quand même un choc intellectuel et philosophique majeur et ça pose des questions politiques énormes. Que vont devenir les gamins pas très malins? Que vont devenir les gamins qui n'auront pas été augmentés, soit par des techniques génétiques de sélection embryonnaire qui commencent à se développer très vite aux États-Unis, soit par des implants intracérébraux du type de ceux qu'Elon Musk développe? Justement, c'était ma question, parce qu'on voit bien que ça posait déjà beaucoup de questions d'éthique, d'eugénisme, etc., qui peut-être difficile à accepter pour une partie de la population. Mais ce qui m'inquiète, moi particulièrement, c'est que je vais connaître ces gamins qui vont être implantés, même peut-être avec la sélection embryonnaire comme Heliospec Genomics qui propose déjà. Il y aura des gamins qui auront 150, pourquoi pas 200 de QI avec Neuralink, on peut imaginer. Qu'est-ce que ma génération, mais même ta génération, va devenir, parce que nous, on a malheureusement 100 de QI en moyenne, je crois, en France. Comment on peut faire quand il y a des gamins comme ça qui ont 150, 200 de QI? Enfin, je veux dire, on va devenir, comme tu le disais, les larbins. Alors, ma génération, elle est proche de l'entrée chez Orpea. Donc, ça n'est pas très grave. En revanche, ta génération va connaître une concurrence déloyale de la part de gamins qui auront été génétiquement sélectionnés avec les nouvelles technologies qui sont autorisées et commercialisées aujourd'hui aux États-Unis. Tu parlais d'Heliospec Genomics, mais il y a d'autres boîtes qui permettent de fabriquer des bébés plus intelligents par sélection embryonnaire aux États-Unis dès aujourd'hui et par les implants intracérébraux de type Neuralink. Donc, ta génération va connaître une concurrence terrible. C'est pas une concurrence, ce sera un écrabouillement. Moi, face à un gamin qui aura 200 QI, je vois pas bien ce que je vais pouvoir apporter. Une concurrence injuste. Et nous n'avons pas réfléchi politiquement au fonctionnement d'une société dans laquelle il y a des gamins augmentés à côté de gamins non augmentés. On va aller vers une grave crise sociale. Oui, mais c'est pour ça que la Silicon Valley est convaincue qu'il est nécessaire de développer rapidement un revenu universel. Mais ce que la Silicon Valley propose aujourd'hui, ce n'est plus un revenu universel de base. C'est de proposer un super revenu universel. Les propositions qui ont été faites la semaine dernière, c'est grâce à l'hypercroissance économique que l'intelligence artificielle va nous donner, de créer un revenu universel de 10 000 $ par mois pour tout le monde. C'est-à-dire de donner un super revenu universel et non pas du tout un petit revenu universel comme Hamon avait proposé lors d'une campagne présidentielle. Un monde où l'intelligence artificielle règne en maître, un monde dans lequel il y a des enfants augmentés super intelligents qui écrabouillent les gens qui n'ont pas été augmentés, et puis tous les gens qui sont intellectuellement dépassés par l'intelligence artificielle et par les gamins augmentés sont au chômage de longue durée et ont un super revenu universel permis par la croissance économique folle que crée l'intelligence artificielle. C'est une société très, très, très bizarre, le monde de 2050. Et pendant ce temps-là, les politiques qui n'y connaissent rien à l'intelligence artificielle,
qui sont nuls en technologie, en intelligence artificielle, sont en train de se chamailler de façon absolument indigne, euh, en laissant de côté ces enjeux politiques incroyables pour le futur de nos gamins. En tant que père de famille nombreuse, je suis scandalisé que la classe politique soit aussi minable, ne bosse pas les questions technologiques, ne réfléchissent pas à ces enjeux absolument incroyables. Et les débats de cours de récréation auxquels on assiste aujourd'hui sont honteux compte tenu de la lourdeur des enjeux que l'intelligence artificielle est en train de créer. Ça, c'est sûr qu'il y a une petite irresponsabilité politique. Mais en plus, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, pour des raisons géopolitiques, je pense qu'on n'échappera pas à ce futur, même futur assez proche, qu'en réalité, les sections embryonnaires existent déjà et est déjà opérationnelles aux États-Unis. On a tendance à l'oublier et à mettre ça dans un futur lointain. Mais pour des raisons géopolitiques, lorsqu'on va avoir un pays comme la Chine ou les États-Unis, parce que les États-Unis, il y avait 38% des Américains qui s'étaient dit prêts à augmenter leurs gamins ou faire de la sélection embryonnaire. Quand on va voir un pays comme, je disais, la Chine ou les États-Unis, qui vont se mettre à produire des petits bébés à la chaîne ayant le QI d'Albert Einstein, ça va être très compliqué pour les autres pays de résister pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité, etc., qu'on connaît. Et dans tout ça, justement, je rejoins un moment, tu avais parlé de médecin, tu disais que c'était plus conseillé de faire les études face à l'IA, etc. Mais est-ce que de manière plus générale, tu conseilles encore aux gamins de faire des études dans toutes les branches, soit en éco, dans les écoles de commerce ou en médecine, etc. De manière plus générale, est-ce qu'il n'y a que la médecine où il faut arrêter de faire les études ou pour tout? Notre nouveau bouquin avec Olivier Babot s'intitule Ne faites plus d'études. Avec Olivier, nous sommes absolument convaincus que la plupart des cursus universitaires aujourd'hui ne servent plus à rien. On a donné le bac à tout le monde, on a créé plein de facs poubelles avec des cursus merdiques, avec des gamins qui ne sont pas au niveau, mais qu'on a acceptés à l'université de façon totalement démagogique. On n'a pas créé de sélection à l'entrée de l'université. Le taux d'échec en première année d'université et derrière est absolument Ouais. affolant. C'est Donc plus d'un gamin sur deux, le taux d'échec. aujourd'hui, globalement, les études universitaires sont merdiques. Il y a quelques filières protégées, il y a quelques filières sélectives, il y a quelques universités où on travaille encore correctement, mais globalement, les diplômes sont souvent des diplômes en chocolat, sont souvent des médailles en chocolat qui ne traduisent pas une compétence des gamins, mais qui sont la conséquence de la massification absolument démagogique de l'université. Alors, le laxisme universitaire, il n'est pas spécifique à la France. Le quotient intellectuel moyen des gamins étant à l'université, des jeunes étant à l'université, il a baissé de 17 points aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on accepte à l'université aux États-Unis des jeunes de moins en moins intelligents. En Angleterre, on est complètement laxiste par rapport à l'utilisation de ChatGPT. Comme nous l'écrivions dans un article Tout à que fait. nous avons écrit avec Olivier Babot et toi dans le Figaro il y a quelques semaines, 88% des étudiants en Angleterre utilisent ChatGPT pendant les examens, au vu et au su des surveillants dans la classe d'examen. 88%. On peut être certain que ces jeunes qui utilisent ChatGPT pendant les examens, ils seront moins bons que la génération qui n'utilisait pas ChatGPT pendant les examens. Alors, au-delà du problème de la fraude que ça pose, on voit bien que le système universitaire est laxiste et donne des diplômes à des jeunes qui n'ont pas travaillé, à des jeunes qui n'ont pas mérité leur diplôme, qui n'ont pas la capacité de faire des études. Tout ceci dévalorise complètement la valeur des diplômes. C'est-à-dire, les diplômes sont en train d'avoir aussi peu de valeur que les assignats pendant la période révolutionnaire en avaient, ou le Deutschmark en 1930, quand un pain au chocolat valait 1 milliard de Deutschmark pendant l'hyperinflation. On a créé une hyperinflation des diplômes avec une dévalorisation complète du diplôme. Le diplôme ne vaut plus rien. Donc, en dehors de quelques filières très sélectives, Polytechnique, Cambridge, le MIT, Harvard, Normal Sup, faire des études aujourd'hui me paraît être une perte de temps. Alors peut-être que les études seront à nouveau intéressantes dans quelques années, mais ça suppose qu'on
change radicalement la philosophie des universités et que les universités deviennent à nouveau élitistes et n'acceptent plus les enfants, les jeunes qui ne veulent pas travailler ou qui n'ont pas les capacités de faire des études supérieures. OK. Et justement, là, on parlait des études et des diplômes, et moi, il y a un autre truc qui, je trouve, ahurissant, c'est l'arrivée de ChatGPT qui a été adopté par la quasi-majorité, des étudiants. Aujourd'hui, un étudiant lambda va pas se casser le cul, 5 heures un dimanche après-midi à faire, un devoir maison, un commentaire, enfin, peu importe en fonction de la filière. Il va le faire avec ChatGPT qui le fera en 17 secondes en fonction du modèle, qui le fera la majorité du temps bien mieux, sans aucune faute d'orthographe. Comment on fait pour lutter? Parce qu'aujourd'hui, tous les gamins utilisent ChatGPT. On voit que c'est la démission de l'intellect face à l'effort cognitif, parce qu'on est paresseux par essence et on délègue tout à la machine. Et du coup, on va se retrouver avec une génération d'abrutis qui va arriver sur le marché du travail, qui ne sera plus réfléchir, qui ne sera plus écrire, qui ne sera plus synthétiser et qui délèguera tout à la machine. Est-ce que tu as pas l'impression qu'on est en train de sacrifier toute une génération avec justement ces nouveaux outils qui arrivent? C'est d'autant plus problématique que quand les jeunes vont arriver sur le marché du travail, ils vont être en concurrence avec des IA de plus en plus puissantes. Alors, GPT-6, GPT-7, GPT-8, GPT-9, Gemini 3, Gemini 4, Gemini 5. Donc, le combat va être extrêmement difficile. Je pense qu'on envoie tout le monde au casse-pipe. Je pense vraiment qu'on déconne. Je pense que les politiques en général, et plus particulièrement le ministère de l'Éducation nationale et des universités, sont complètement à côté de la plaque. Et là, il faut une vraie réflexion politique. Mais les politiciens en ce moment sont en train de s'occuper de la chute du gouvernement Bayrou au lieu de s'occuper de l'avenir de la jeunesse face à l'intelligence artificielle. Donc le débat nécessaire sur la réorganisation des études, la réorganisation du marché du travail n'aura pas lieu. Ma génération, les politiciens de ma génération n'en ont rien à foutre de l'avenir de la jeunesse face à l'intelligence artificielle. Ils ne s'intéressent qu'à des enjeux politiciens minables. C'est terrifiant. Je pense que nos enfants nous détesteront. je te rejoins, je pense que la classe politique est totalement irresponsable. En ce moment, on le voit bien avec 3 groupes qui ne se parlent pas, qui sont incapables de faire avancer la moindre loi, alors qu'on est dans un contexte où la super IA arrive, on est dans un contexte où la guerre est revenue en Europe. On voit bien que les institutions ne sont absolument pas prêtes au choc que va être la super IA. On voit bien qu'elles n'arrivent déjà pas, les institutions, à gérer les problèmes actuels. Est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait refonder tout ça et mettre en place une sixième république plus adaptée aux enjeux d'aujourd'hui, car la constitution de 58 ne serait plus adaptée et on le voit bien aujourd'hui que c'est le bordel. Mais c'est le bordel aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que ça sera encore plus le bordel demain. Alors si on n'y arrive déjà pas aujourd'hui, j'ai peur qu'on n'y arrivera pas demain. C'est pourquoi il faudrait peut-être complètement repenser notre système politique. Alors, l'idée que l'arrivée de la super-intelligence artificielle exige une sixième république, exige une refonte complète de la Constitution, c'est pas une idée qui est de moi, c'est une idée que tu as eue cet été et je partage. Je pense que tu as raison d'avoir la conviction que face à la super-intelligence artificielle, la Constitution de la Cinquième République n'est plus adaptée et qu'il faut créer une sixième République qui intègre complètement cette réalité bouleversante de l'arrivée d'une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine, supérieure aux gens les plus intelligents, les plus géniaux de la société française eux-mêmes. Oui, 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 tu as raison. Euh, mais l'intelligence artificielle bouge si vite qu'on est pris de vertige. C'est-à-dire que combien de temps Oui, avant que ça soit obsolète. fonctionnerait cette sixième République, combien de temps fonctionnerait cette nouvelle constitution au fur et à mesure qu'arrivent les nouvelles versions de la super intelligence artificielle. On risque peut-être d'avoir des institutions jetables qui tiennent pendant quelques versions de Ouais, qui ChatGPT très et rapidement se de retrouve Gemini obsolète. et qu'il faut réécrire quand une nouvelle super intelligence artificielle arrive 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard. Je pense que face à la super intelligence artificielle, en fait, il faut que nos régimes deviennent des adaptocraties, c'est-à-dire des régimes politiques capables de s'adapter au tsunami technologique en temps réel
Ça, oui. avec des vagues technologiques de plus en plus rapides et de plus en plus difficiles à gérer pour la société civile qui va être bouleversée et qui, comme nous le disions tout à l'heure, va être démoralisée face à ces chocs successifs. L'opinion n'a pas encore compris la vitesse à laquelle l'IA va. Très peu de gens savent que l'IA est très, très supérieure à leurs médecins dès aujourd'hui en 2025. Quand les gens vont comprendre la vitesse à laquelle la super IA est en train de naître, ils vont être choqués. De même qu'ils vont être terriblement choqués quand ils vont réaliser que Mark Zuckerberg a proposé cet été à 3 jeunes développeurs informatiques très brillants et spécialisés d'intelligence artificielle plus d'1 milliard de dollars chacun pour qu'ils rejoignent Facebook Meta. Les ingénieurs gagnent plus que les vedettes de football. C'est quand même dingue, ça. Alors, je trouve qu'il est légitime que les très bons Je le informaticiens, trouve que les également. informaticiens les plus Mais c'est un géniaux changement de paradigme. gagnent plus que les footballeurs. Mais c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ce que des informaticiens puissent avoir des chèques de plus d'1 milliard de dollars chacun, hein, puisque Mark Zuckerberg, par exemple, a proposé au patron de la recherche de ChatGPT Donc, 1,25 milliard de dollars de package, ce qui est dément. absolument incroyable et qui représente des milliers et des milliers d'années du SMIG. Est-ce qu'il a refusé? Et qu'il a refusé. C'est quand même un employé assez loyal. On peut au moins lui dire ça. C'est ça. c'est un garçon qui a été très, très, très loyal et qui veut continuer le développement de la future version de ChatGPT, GPT-6. Et justement, on le voit en ce moment, les États-Unis avancent à toute berzingue pour aller vers la super IA. Et s'il y en a bien qui a compris ça, c'est Donald Trump. Alors, je ne suis pas en train de faire du militantisme pour Donald Trump, mais il faut quand même bien avouer qu'il a parfaitement compris. C'est notamment le patron de Nvidia, Jensen Huang, qui avait expliqué que le meilleur allié pour arriver à la super IA aux États-Unis, c'était Donald Trump. Parce que Donald Trump, la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier, c'est de faire sauter le verrou du décret Biden qui empêchait, qui limitait la puissance de calcul à 10 puissance 26 des entreprises de la tech, justement pour les modèles fondateurs. Ensuite, là, cet été, il a mis en place un nouvel executive order où il facilite l'implantation de data centers, l'accès à l'énergie, il dérégule énormément le monde de la tech et autres pour faciliter l'émergence du super IA. En plus de ça, il accompagne ça de financements énormes avec justement le plan Stargate. On le voit bien aujourd'hui, Meta qui est en train de construire Hyperion, qui sera l'équivalent de 5 puissances, De 5 de 5 réacteurs centrales nucléaires. nucléaires pour justement avoir plus de puissance de calcul pour le training de ces IA. On a Colossus pour Grok 2, etc., etc. Pour Grok 4. Pour Grok 4, pardon. C'est quand même assez vertigineux et pendant ce temps-là, nous en Europe, on régule. Qu'est-ce que ça en dit, notre incapacité à se réinventer industriellement, cette incapacité à aller au devant, d'aller au combat en fait et de rejoindre cette course à la super IA, mais est-ce qu'on le peut déjà? Non, on ne peut pas aller vers la super IA parce que l'Europe n'a pas de couilles. L'Europe manque de testostérone. L'Europe n'a pas de vision. L'Europe est masochiste. L'Europe jouit de ne pas avoir de pouvoir. Elle jouit d'être soumise. L'Europe a une pathologie psychiatrique. Elle ne veut plus combattre. Elle pense que le monde est un monde bisounours. C'est pour ça qu'elle n'a pas vu arriver la guerre en Ukraine. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas compris la bataille géopolitique incroyable entre les milliardaires de la Silicon Valley pour construire la super intelligence artificielle. L'Europe ne sait que réguler, réguler, réguler. L'Europe jouit dans la régulation, elle jouit dans la soumission à l'Amérique et à la Chine. L'Europe est sadomasochiste. C'est une pathologie géopolitique absolument gravissime d'aimer l'asservissement, d'aimer la soumission. Pour que cela change, il faut un changement à la tête de l'Europe, il faut un changement radical de psychologie politique. Il faut que l'Europe jouisse dans la puissance au lieu de jouir dans la soumission. Et il faut arrêter la situation actuelle complètement dingue où le mot puissance est un émétique et donne la nausée à l'Europe. La soumission et la régulation sont des zones érogènes de l'Europe en politique. Plus on est soumis, plus on régule,
plus l'Europe a ses zones érogènes intellectuelles stimulées, titillées, et il faut juste faire le contraire. Donc aujourd'hui, il est urgent de changer la vision de Bruxelles. Bruxelles doit cesser d'aimer d'être écrabouillée, doit cesser d'aimer la soumission. Elle doit beaucoup réfléchir à ses pulsions masochistes profondes et elle doit devenir un prédateur parce que nous sommes dans un monde de prédateurs. La métaphore n'est pas de moi, mais effectivement, le monde est un monde de carnivores. Et nous sommes des herbivores gentils, bisounours, attendant d'être croqués par l'Amérique et par la Chine. C'est absolument lamentable. Mais comme souvent en psychiatrie, l'Europe ne comprend pas sa pathologie psychiatrique. Elle ne se rend pas compte qu'elle est gravement masochiste. Elle ne se rend pas compte qu'elle aime cette soumission absolument suicidaire. Il faut que ça change. Mais justement, sinon, effectivement, on va être écrabouillé, définitivement écrabouillé par les super intelligences artificielles made in California et made in China. Tout à fait. Bon, on a bien compris que la Chine et les États-Unis, eux, avancent à toute berzingue, ils l'ont bien compris, que l'Europe, non. Mais est-ce qu'au niveau de la France, on peut faire quelque chose? Qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans le spectre politique, il n'y a personne qui en parle, que ce soit de la gauche ou du centre, peut-être un peu à droite, mais pas non plus tant que ça. Et justement, on avait écrit dans le JDD ensemble que ce serait une faute morale et impardonnable pour les générations futures que de se présenter à la présidentielle de 2027 sans avoir une bonne connaissance de la tech ou de l'IA. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir l'émergence en France d'un parti avec, comme tu le dis, avec un peu de testostérone, qui veut aller au combat, qui veut aller faire de la super IA, qui veut reprendre un contrôle et un Mais avenir pour cela, tech pour l'Europe? pour qu'il y ait une classe politique qui s'intéresse au futur, pour qu'il y ait une classe politique qui s'intéresse à la technologie, pour qu'il y ait une classe politique qui s'intéresse au futur de nos enfants, il faut que les électeurs exigent des politiciens qu'ils s'intéressent à tout cela. Sinon, les politiciens vont continuer leurs enfantillages de cours de classe, dignes des pires moments de la 4e République. Oui, c'est ce qui se passe Donc, actuellement. pour que vos politiciens s'intéressent à ces enjeux, il faut qu'en tant qu'électeur, vous ne votiez que pour des politiciens, des candidats à la présidentielle qui s'intéressent à ces enjeux. Or, ils sont peu nombreux. C'est sûr que si vous votez pour Mélenchon, qui est une burne en technologie, qui est une burne en intelligence artificielle, si vous votez pour les écologistes qui n'y connaissent rien, si vous votez pour Retailleau qui n'y connaît rien, et je pourrais continuer la liste des hommes politiques de droite, des femmes politiques de droite, de gauche, qui n'y connaissent rien, si vous votez pour tous ces gens qui ne s'intéressent pas à la technologie et donc à l'avenir de nos gamins, rien ne va changer. Les électeurs ne connaissent qu'une règle, c'est l'élection. Les hommes politiques, c'est l'élection. Donc, si en tant qu'électeur, vous ne faites pas pression sur les gens qui se présentent aux élections, ils ne changeront pas. Pour qu'ils changent et qu'ils s'intéressent enfin aux enjeux liés à l'IA, il faut que vous exigiez cela d'eux. Il faut que vous votiez pour les gens technophiles et non pour les gens technophobes. Et donc, la responsabilité majeure de l'évolution de notre classe politique, elle est dans la main des électeurs, elle est dans la main de tes auditeurs. Et justement, je vais te demander quelque chose d'assez personnel. Est-ce que tu es encore optimiste pour la place de la France et même l'Europe d'un point de vue souveraineté technologique? Parce qu'on voit bien, la France pèse moins d'1% de la population, notre PIB ne vaut plus rien, on n'arrive pas à avoir de grands géants dans la tech, il y a Mistral, Je 6 milliards. suis profondément pessimiste. Nous sommes en train d'être écrabouillés et la classe politique s'en tamponne. On est en train d'être écrabouillé et la société civile n'en a pas conscience. On est à un moment charnière de l'histoire de France et on prend toutes les mauvaises décisions. La classe politique est dépassée. Elle est aussi dépassée qu'était la classe politique de la 4e République en 1958, au pic de la guerre d'Algérie. Oui. On a une classe politique qui est adaptée aux enjeux de 1990, qui est totalement inadaptée aux enjeux de 2025. Donc je suis très, très, très pessimiste. Il faudrait un changement profond de la classe politique. Or, la classe politique est de plus en plus mauvaise.
elle connaît de moins en moins la technologie. Le niveau baisse. Quand je vois Ça le sent. niveau des députés quand j'étais jeune et le niveau des députés aujourd'hui, je suis absolument C'est consterné et catastrophique. de plus en plus pessimiste. Je pense que ta génération doit se révolter contre cette classe politique irresponsable. Il faut que ça change, il faut que ça change vite. Hein, comme tu le sais, la Silicon Valley investit 1 milliard de dollars en recherche en Par jour. intelligence artificielle chaque jour. 1 milliard de dollars chaque jour. Euh, Nous ne pouvons redresser la barre qu'au prix d'un effort considérable, un effort de longue durée. Mais on voit bien que la classe politique aujourd'hui Par ne essence, raisonne pas à 30 ans. Elle raisonne dans le meilleur des cas à 15 jours. Pour le prochain tweet, le prochain passage télé, la prochaine vidéo sur TikTok, c'est pas comme ça qu'on va réfléchir à l'avenir de la France en 2050. c'est Churchill qui disait un homme d'État pense à la prochaine génération et un politicien pense à la prochaine élection, ce qui c'est toujours avéré exact dans le système politicien qu'on connaît. Et justement, parler de souveraineté et autres, et la France qui doit revenir sur le débat et même la guerre technologique qui s'annonce et qui est déjà en cours depuis quelques années avec la Chine et les États-Unis. Mais en parallèle, on est en train de... Alors, c'est pas encore confirmé au moment où je dis ça, mais Mistral qui est peut-être en train de se revendre auprès d'Apple. On n'est pas en train là de donner notre dernier start-up de la tech qui avait à peu près fonctionné, qui était notre champion tricolore. Et là, on est en train de le vendre aux Américains. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec Mistral si on le gardait dans notre Alors, écosystème fragmenté, il y a fragile, des rumeurs, en il y a manque des rumeurs de d'infrastructure? Oui, vente oui, de ce Mistral n'est à pas Apple. confirmé, Ça bien n'est sûr. pas encore une certitude. Mais on le lit quand même régulièrement dans les Ce échos. qui est certain, c'est que Mistral est une boîte formidable où une équipe menée par Arthur Munch, qui est vraiment un petit génie de l'IA, a fait des merveilles avec très peu d'argent, hein, parce que Mistral n'a levé qu'1 milliard Oui, d'euros, hein, à ce stade. Mais c'est vrai que Mistral est un peu petit par rapport aux géants américains. Et Mistral aurait besoin de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour pouvoir Mistral, lutter c'est 6 milliards, OpenAI, face c'est 300 à milliards. ChatGPT, à Gemini. Hein. Il faudrait que l'Europe mette sur Mistral une centaine de milliards de Et dollars même si on mettait en réalité 100 milliards de demain sur la table, tu le sais très pouvoir, bien pour qu'on n'a pouvoir pas lutter, l'écosystème, on n'a pas les infrastructures. pour pouvoir lutter contre ChatGPT. Donc le combat est difficile. Euh, je ne suis pas certain que Mistral échappera à une vente, mais ça aurait été une aventure extraordinaire. Ça aurait été la preuve qu'on peut faire des choses aux États-Unis, même si le manque de capitaux et de détermination en Europe ne permet pas d'aller aussi loin que ChatGPT et Gemini. Ok. Et là, je voulais aborder un tout autre sujet avec toi, parce qu'on le voit bien en ce moment, notre démocratie, bon, peut-être qu'on dit ça à chaque génération, mais va mal, on a beaucoup de problèmes et autres. Mais moi, je suis très pessimiste et assez inquiet pour l'état de notre démocratie et notre rapport à la vérité, car on le voit bien avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on ne saura plus distinguer le vrai du faux. On commence déjà à avoir du mal dès aujourd'hui à être capable de voir si une vidéo est authentique ou non. Demain, quand on va avoir, je sais pas, une IA qui crée une vidéo de Macron déclarant la guerre à Poutine, qu'il faut s'armer, enfin, qui pourrait créer des mouvements de panique, en fait. Comment on va faire pour différencier le vrai du faux? On le voit bien avec les réseaux sociaux, ça peut que c'est comme une traînée de poudre, ces deepfakes. Comment on va faire pour encore avoir confiance en nos institutions, confiance aux gens qui parlent, reconnaître le vrai du faux? Ça s'annonce quand même assez dramatique. Le plus probable, c'est que le réel va mourir. Le plus probable, c'est que la vérité va disparaître. La généralisation du mensonge est très troublante. Nous avons de plus en plus de régimes politiques où on ment effrontément. Du temps d'Eltsine, quand le mur est tombé, la Russie disait vrai. Poutine ne cesse de mentir. Il réécrit l'histoire de l'Union soviétique. Quand on dit du mal de Staline, on va en prison. Les historiens qui disent du mal de Staline vont en camp de rééducation en Russie aujourd'hui, en 2025. Et ça va s'aggraver avec l'IA. Donc, on est déjà dans des régimes autocratiques qui ne respectent pas la vérité. La démocratie recule partout. Et Les comment- dictatures qui écrasent la vérité, qui écrasent le réel, se multiplient. Et en plus, on a les fake news et la manipulation
de l'information sous toutes ses formes par l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, il devient impossible de distinguer une vraie vidéo d'une fausse vidéo. Donc, c'est une étape de plus dans le déclin de la vérité, dans le déclin du réel. Donc, tu penses que nos démocraties peuvent survivre? On a des solutions technologiques pour certifier une vidéo. Il y a des techniques autour de la blockchain, mais pas uniquement autour de la blockchain, pour certifier qu'une vidéo est réelle. Il y a des techniques qui sont en train d'être développées. Mais si les hommes politiques, si les régimes politiques ne respectent pas la vérité, ça ne servira à rien. Donc, pour que la vérité survive, pour que le réel survive, il faut des technologies de certification pour être certain que quelque chose n'a pas été produit par l'intelligence artificielle, pour séparer la réalité des fake news produites par IA, mais il faut aussi sauver les régimes politiques qui respectent la vérité, car quand le chef de l'État ment, comme Poutine le fait tous les jours, les technologies de certification des vidéos ne servent à rien, car le mensonge vient du sommet de l'État. Donc on a un double problème, un problème technologique de certification des informations et un problème politique. Comment faire en sorte que les régimes respectent le réel et qu'on ne rentre pas dans des régimes mensongers? Poutine ment autant que Goebbels et Staline réunis. C'est quand même profondément angoissant, alors qu'il y a 30 ans, on pensait que la Russie était définitivement rentrée dans le camp des démocraties libérales. J'aimerais faire un petit exercice intellectuel et te demander comment tu imagines 2050? Comment sera l'état de nos institutions? Comment tu vois le quotidien? Comment tu imagines 2050? Alors, en 2050, je serai chez Orpea. Donc, je ne suis pas certain que j'observerai 2050 avec une profonde lucidité. Je serai complètement gâteux, à moins que les traitements contre l'Alzheimer fassent des progrès, ce que j'espère vraiment, mais ça n'est pas encore une certitude. Alors ça, c'est ce qui me concerne moi, mais ça n'est pas ce qui intéresse les auditeurs qui s'intéressent plutôt à leur avenir, Bon, il y a plutôt quelques fans qui regarderont ça et qui seront contents de savoir plutôt qu'au mien. Je pense vraiment que la technologie aura galopé et que nous serons largement dépassés par l'IA. Je pense que l'espérance de vie aura déjà commencé à beaucoup augmenter, ce qui changera radicalement le rapport à la famille, le rapport à la transmission, le rapport à l'éducation. Si on vit 200 ou 300 ans, est-ce qu'on va garder le même conjoint, la même femme, le même mari pendant 200 à 3 ans ou est-ce qu'on va zapper de plus en plus vite? Je ne le sais pas. Mais j'imagine que les conséquences… C'est déjà dur des fois de supporter pendant 5 ans, alors 300 ans, ça peut être vertigineux. J'imagine que les gens pourraient zapper de plus en plus vite. J'ai l'un de mes amis qui m'expliquait qu'il venait de fêter le 6e anniversaire de sa liaison avec sa copine et il était déjà complètement lassé parce qu'il connaissait par cœur son discours, ses habitudes et qu'il n'avait qu'une idée, c'était de terminer au bout de 6 ans cette liaison déjà beaucoup trop longue. Mais plus fondamentalement, je pense franchement qu'aujourd'hui, il est impossible d'imaginer le futur. 2035, c'est dans 25 ans. En 2020, ce qui se passe en 2025, personne ne l'a prédit. Le smartphone n'a été prédit par personne à l'époque. Les réseaux sociaux n'ont été prédits par personne. Personne ne l'a vu. Le retour de la guerre n'avait été… déjà, Internet en 90, personne n'avait percuté. N'avait été prédit par personne. La montée en puissance des régimes antidémocratiques n'avait été prédit par personne. C'était la fin de l'histoire. L'effondrement de l'Europe, le fait que les États-Unis abandonnent ses alliés et fassent alliance avec les ennemis de la démocratie, comme Trump avec Poutine, personne ne l'avait imaginé. Donc aujourd'hui, où la vague technologique de l'IA est absolument incroyablement rapide, je pense que j'ai 100% de chance de ne dire que des conneries sur 2050. Je pense quand même que la variable technologique va être extrêmement importante et que la façon dont nous allons nous adapter ou pas à la cavalcade technologique menée par ChatGPT
Gemini et les autres, déterminera beaucoup, beaucoup la structure de la société dans 25 ans. Et j'ai une autre question pour toi, Laurent. Que doivent dire mes followers aux députés? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de leur part? Qu'est-ce qu'ils doivent demander? Ah bah, je crois que c'est très simple. Il faut que tes auditeurs, tes followers menacent leurs députés. Soit vous bossez le dossier de l'intelligence artificielle, soit vous vous intéressez aux conséquences de l'intelligence artificielle sur ma génération, soit je vais voter contre vous à la prochaine élection législative. Il n'y a que ça qui fait peur aux députés, de perdre des électeurs. Donc, tes followers doivent menacer leurs Ouais. députés. Il n'y a que la menace pour faire bouger Il les n'y a que lignes. la menace qui fera bouger les politiciens et qui leur fera arrêter leurs enfantillages. Bon, bah, vive la prochaine dissolution pour mettre en place ce projet. Je te propose pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour ma génération qui soit continue à faire des études ou s'engage pour les études ou arrive sur le marché du travail par rapport à ce monde justement assez vertigineux qui change à toute berzingue avec l'arrivée de l'IA? Est-ce que tu aurais un mot de fin pour... Oui, tu connais mes convictions sur le sujet. Le monde de demain n'a pas besoin des grosses feignasses. Il faut bosser. La plupart des cursus universitaires sont inutiles. Donc, il faut apprendre à bosser seul, sans l'université. Mais il faut beaucoup apprendre, beaucoup lire. Il faut avoir sur son Kindle, sur son iPad, il faut avoir des centaines et des centaines de livres, lire, lire et lire, avoir une profonde culture générale et notamment une bonne culture historique. Et puis, bien sûr, il faut suivre l'actualité technologique. Même quand on ne bosse pas dans les domaines technologiques, il faut bien connaître l'intelligence artificielle. Mon conseil pour suivre l'actualité technologique et être up-to-date en matière d'IA, c'est d'aimer l'IA. Seuls les jeunes de ta génération qui aiment l'IA trouveront la force de suivre une actualité technologique qui évolue extrêmement rapidement. Donc, trouvez les ressorts pour aimer l'IA, pour être passionné par l'IA, et vous aurez une belle place dans la société de demain, même si l'intelligence artificielle galope très vite. Il restera beaucoup de place pour les humains courageux, pour les humains travailleurs, pour les humains qui ont envie de faire des choses et pour les humains passionnés par le monde qui vient et par la technologie. Suivez l'actualité technologique jour après jour. Suivez les bons comptes Twitter. Ne suivez pas les pseudo-experts comme Luc Julia, bien évidemment. Suivez les gens qui disent des choses intéressantes et percutantes sur le sujet. Toi, Alexandre Sikopoulos, Olivier Babot, Michel Lévy-Provençal, Labouzour, Raphaël Raphaël Dohan, Dehaene, Stéphane Mallard. le futurologue, etc. Tous les gens qui suivent l'actualité de très très près et qui ont des choses à dire sur ce monde-là. Très bien. Mais en tout cas, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci.